Bonjour aux nouveaux arrivants! Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne ces derniers temps, donc déjà, bienvenue! Merci de votre confiance, j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Vous verrez, c'est sympa par ici, on est pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour des petites chroniques fauconesques. Alors, c'est des mots un peu bizarres juste pour dire point lecture. Voilà, je me suis fait un petit kiff, mais en gros, c'est un point lecture. On repart sur les chapeaux de roue. Désolée d'avance si mon pull vous pique les yeux, mais on essaye un peu de compenser autant que faire se peut la grisaille extérieure, n'est-ce pas? Toujours est-il qu'il y a pas mal de livres dont je vous ai pas encore parlé et qui sont absolument géniaux, et je me suis dit il faut absolument que je leur donne un peu de visibilité, que voilà, j'en parle sur la chaîne parce que ça aurait été dommage pour vous de passer à côté, à mon humble avis. Donc je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus plus ou moins récemment, mais qui valent le détour, croyez-moi. Faites comme moi, installez-vous au bord d'un bon feu de cheminée, prenez une petite boisson, peu importe, et c'est parti! Le premier livre que je vais vous présenter, c'est à vrai dire le tout premier que j'ai lu en 2022, donc ma toute première lecture de janvier 2022, et c'était un véritable régal, c'est un coup de cœur. Donc si l'année continue comme ça, si c'est représentatif de mon année livresque, et ben je pense qu'on démarre plutôt pas mal. Et ce fameux livre, c'est Sélestopol 1922 d'Emmanuelle Chastelière. Alors déjà, prenons un instant pour apprécier le travail éditorial de L'Homme sans nom. Je l'ai lu dans le cadre du PLIB 2022 pour lequel je suis jurée, et j'ai eu le grand plaisir d'interviewer Emmanuelle Chastelière pour le compte du PLIB. Il me semble qu'il a repris l'interview et qu'il l'a postée sur sa propre chaîne YouTube, donc je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le petit i. Mais c'était très intéressant, on a parlé pendant près d'1 heure et demie sur Sélestopol 1922, mais pas que. On a parlé aussi de son parcours d'écrivain, de la manière dont il inventait ses histoires, de son parcours de traducteur, puisque c'est son métier. Et donc dans le cadre du PLIB, j'ai pu découvrir Sélestopol 1922, et comment vous dire? C'est en gros vous qui partez pour un voyage sur la Lune. C'est-à-dire que on est en 1922, comme le nom l'indique, dans une uchronie. C'est un livre qui mélange beaucoup de genres de l'imaginaire. On est un peu dans le space opéra, la SF, le steampunk. Voilà, c'est vraiment un mélange de genres, un mélange de codes. On est dans l'imaginaire, mais pas si genré que ça. Et c'est un recueil de nouvelles, un recueil de 13 nouvelles qui peuvent se lire totalement indépendamment, dans le sens où il y a un début, des rebondissements, une intrigue, une fin. Vous pouvez totalement lire les nouvelles indépendamment, mais il y a quand même un fil rouge. C'est-à-dire que si vous lisez les nouvelles à la suite les unes des autres, ou du moins assez rapprochées dans la mesure où du coup vous vous souvenez de ce qui s'est passé avant, c'est le sel au-dessus de votre steak, n'est-ce pas? Ça apporte vraiment quelque chose, puisque 1, il y a des personnages qu'on retrouve, 2, il y a des détails qui résonnent un peu entre eux plutôt dans les histoires, dans le sens où il y a des petits clins d'œil, il y a des petites références, etc. Donc c'est très sympa de les repérer et de se dire ah, là je capte à peu près au niveau temporalité ce qui se passait par exemple dans une autre histoire, etc. Les intrigues sont magnifiques, c'est hyper difficile de choisir une intrigue préférée par exemple parmi les 13 parce que elles sont toutes différentes. Et donc qu'est-ce qu'il y a quand même en commun dans toutes ces nouvelles? Et ben c'est Sélestopol. En gros, Sélestopol, c'est une colonie sur la Lune, rien que ça. Un duc, le duc Nikolai, qui un jour s'est dit ok, moi je me casse, je vais sur la Lune, je vais créer ma propre colonie, je vais utiliser les matières premières de la Lune. Donc la colonie un peu futuriste fonctionne grâce au sélénium, qui est une espèce de matière première qui fait fonctionner la cité. Et voilà, le mec s'est dit je vais utiliser la science, je vais prendre la science, je vais aller créer ma ville là-bas. On est dans une uchronie où les Russes sont la plus grosse puissance mondiale et la Terre existe encore, les puissances sont encore sur la Terre. La Lune est vraiment une colonie à part entière, donc on a toute cette perspective avec les conflits politiques qu'il peut y avoir entre la Terre, entre la Lune. Est-ce qu'on arrive à créer quelque chose, une société qui est plus réussie sur la Lune ou pas, ou est-ce qu'on répète les mêmes erreurs? Vu qu'on est dans un monde futuriste, on a aussi toute une réflexion autour de l'usage des automates, parce que la science, en tout cas la mécanique, est tellement avancée qu'on arrive à faire des automates très humains, qui sont très intelligents, mais
jusqu'à quel point on les rend intelligents, est-ce que c'est leur rendre service, est-ce que c'est de la cruauté de les considérer comme des machines, enfin bref. En fait, la ville en elle-même est presque un personnage principal, c'est un peu le personnage autour de lequel gravitent tous nos héros de chaque nouvelle. Et la ville est incroyable, on a vraiment envie de s'y balader. De toute façon, vous regardez la couverture, c'est vraiment représentatif à 1000% de l'ambiance de Sélestopol. Il y a une carte dans le livre, il a vraiment fait tout un travail, dans le sens où c'est vraiment la création d'un univers vraiment entier. Et il y a des possibilités, les gars, il y a des possibilités infinies avec ce livre, infinies. C'est hyper agréable de plonger dans Sélestopol, de rencontrer ces personnages auxquels on s'attache, donc mine de rien, on a envie de les retrouver. Il y a la plume d'Emmanuel Chastelier qui est hyper agréable, vraiment. Les intrigues sont hyper intéressantes, hyper haletantes, c'est ce qu'Emmanuel expliquait, mais il a vraiment envie, et de toute façon t'es obligé quand tu fais des nouvelles de choper le lecteur et de le garder comme ça grâce au rythme, en fait, au dynamisme de ton histoire. Il doit avoir envie en fait d'aller jusqu'au bout. C'est pas comme dans un roman où on peut accepter des longueurs entre guillemets. Là il faut vraiment y aller au taquet du début à la fin. Emmanuel Chastelier le fait très très bien. Il a une imagination débordante, la plume est très immersive. On se croirait dans Sélestopol. En plus il a fait le choix d'intégrer des personnages réels. On y croise Rasputin, Marie Curie, Anastasia, d'autres artistes, etc. Où il met des fois des petites notes de bas de page pour expliquer qui ils sont, parce que je les connaissais pas tous. Mais Sélestopol existe dans un contexte historique réaliste en fait. Donc il y a ce côté où on y croit vraiment et on se dit, franchement, si un mec avait eu envie de créer une colonie sur la Lune dans peut-être 100 ans, ça pourrait ressembler à ça. Sauf qu'on est en 1922, avec le charme un peu aussi des années 20. Donc voilà, cette espèce de mélange des époques est vraiment très très sympa. N'ayez pas peur du format nouvelle. Il y a un autre ouvrage avant qui s'appelle Sélestopol, premier du nom entre guillemets, Sélestopol tout court, qui est aussi un recueil de nouvelles où apparemment on retrouve des personnages. Personnellement je ne l'ai pas lu avant de lire celui-là et vous pouvez les lire totalement, de manière totalement indépendante. Vraiment ça ne m'a pas gênée. Au contraire je suis contente de savoir qu'il y a un autre recueil qui reprend un peu certains personnages que j'ai aimés et de pouvoir me replonger dans l'univers de Sélestopol, parce que franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver cette plume, de retrouver cette ambiance, retrouver cet univers. C'était un véritable régal à lire, l'ouvrage est magnifique. Je ne peux que vous le conseiller. Fait un peu chaud au bord de cette cheminée quand même. Va falloir transpirer un peu. Deuxième livre que j'ai à vous présenter, et là on change totalement de registre pour le coup, mais c'est Le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. On est dans la Chine du XIVe siècle. On est dans la Chine du XIVe siècle et on va découvrir l'histoire de Qi. Alors j'espère que ça se dit Qi. Je n'ai pas une expertise très profonde, je dirais même une expertise nulle en prononciation de langue chinoise, donc c'est un C, un I et un accent aigu. Moi dans ma tête je disais Qi. Qi qui est un jeune homme, je sais plus quel âge il a. Bon bref on s'en fout, il est jeune, genre il a 16 ans, 18 ans vraiment grand max, mais je suis pas sûre qu'il ait 18 ans encore. Il vient d'une famille modeste, il habite dans un village dans la campagne chinoise, son père est fonctionnaire et son frère travaille dans les champs avec lui. Qi s'entend pas très bien avec son frère parce qu'il est un peu plus colérique, il est un peu plus violent, on sent qu'il aime pas trop le genre de vie qu'il mène. Et un jour, pendant qu'ils sont en train de labourer le champ, le buffle bute sur quelque chose. Ce fameux quelque chose, je vous le donne en mille, c'est un cadavre. Hein. Quelqu'un a enterré un cadavre dans leur rizière, donc faut trouver le coupable et malheureusement, le frère de Qi va être soupçonné, va être accusé et ensuite pas mal de choses vont se dérouler que je vais pas forcément vous dire pour vous laisser découvrir, mais il y a des événements pas très chouettes qui vont arriver, qui fait que Qi va se retrouver seul avec sa petite sœur et va devoir essayer de survivre, de vraiment trouver de quoi manger, trouver de quoi se loger, enfin il est vraiment dans la galère la plus totale. Et donc ça c'est toute une première partie du roman. Cette première partie est franchement assez difficile à lire parce que le pauvre Qi il s'en prend plein la gueule, vraiment. Il galère. La deuxième partie du roman est très différente dans le sens où la première partie fait penser à un roman historique. La deuxième partie c'est plus du policier historique parce que ça s'appelle Le lecteur de cadavres dans le sens où Qi va se découvrir un espèce de talent pour identifier la cause des morts. Donc
il va devenir le premier autopsieur, je pense pas que ça se dit, il va devenir le premier lecteur de cadavres, le premier médecin légiste. Ok, la meuf n'a aucun vocabulaire. C'est ça qui m'avait donné envie au tout début de lire ce livre, parce que je m'étais dit ok, ça va être hyper chouette. Comment on en est venu à identifier, à chercher la cause des morts via la science, et à pas se dire que ok, le mec est mort dans l'eau, bon bah il s'est noyé forcément. Non, bah peut-être que quelqu'un l'a poussé, peut-être quelqu'un l'a poignardé, j'en sais rien. Ça m'intéressait vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait toute une partie au tout début qui soit totalement en dehors de ce sujet-là, mais je vous jure que ça reste hyper intéressant, c'est hyper dynamique, c'est hyper haletant. On s'attache au personnage, on est vraiment dans l'histoire. Moi je l'ai pas lâché, j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se passer, donc n'ayez pas peur. Et la deuxième partie un peu plus policière, où évidemment lui ça devient un espèce de médecin légiste, il doit identifier un crime, enfin bref, il y a toute une partie un peu plus classique où il y a un meurtre et il doit chercher qui est le coupable. Cette partie-là est absolument incroyable, vraiment elle nous tient en haleine. Pareil, on ne sait pas qui a fait le coup, on ne sait pas comment il va s'en sortir, on ne sait pas comment il va identifier le meurtrier. Pour info, Antonio Garrido, moi j'étais assez étonnée, n'est pas du tout chinois et n'a aucun lien avec la culture chinoise. Il est espagnol, il a juste fait énormément de recherches et il a dû passer des heures, je vous jure, il a dû passer des heures, parce que il nous distille comme ça plein d'infos sur la vie de l'Empire chinois du XIVe siècle, et c'est hyper bien fait, hyper intéressant, ça n'alourdit pas le récit, pas du tout, parce que sur 750 pages, il a le temps, voilà, de distiller ces infos, de distiller cette atmosphère, ces coutumes, comment les gens vivaient, quel rapport les gens avaient avec l'Empire, avec la juridiction. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui sont expliquées, extrêmement intéressantes. Si vous aimez les romans historiques, vous allez adorer. J'ai pas été déçue. Et en même temps, on a toute la partie qui est sur la médecine, l'évolution de la médecine chinoise. Il y a des vrais traités qui sont cités, il y a des vrais cas de figure qui sont nommés. Ça se voit que l'auteur a fait un travail de recherche absolument monstre. Chi, à un moment, va intégrer une académie où justement ils apprennent à devenir hauts fonctionnaires de l'État. Donc c'est des postes qui sont très importants, qui sont très reconnus à l'époque. Et il y a toute cette évolution de la science, comment ses professeurs vont lui enseigner la médecine, comment lui va comprendre que c'est pas très moderne tout ça, que y a des manières un peu moins vieillottes de fonctionner. Il va vraiment révolutionner ça de l'intérieur. La plume d'Antonio Garrido est incroyable, je sais qu'il a écrit un autre livre, donc il faudrait que j'y jette un œil. Si vous aimez les policiers historiques, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les romans... les romans quoi ? Bah non, bah bref, si vous aimez les policiers et les thrillers historiques, et bah je pense que vous serez pas déçus par ce livre, vraiment. J'ai mis du temps à le lire, il était dans ma palle depuis quelques mois déjà, mais je ne suis absolument pas déçue de l'avoir sorti. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas les très gros livres et les pavés, j'ai quelque chose pour vous aussi. Sur cette chaîne, vous avez un peu l'habitude, mais on passe du coq à l'âne quant au genre littéraire que je présente, puisque je lis vraiment de tout. Et là... Ce livre, je l'ai lu uniquement parce que Véronique, coucou Véronique, en a fait une chronique absolument enthousiaste en fait sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, mais Véronique qui est une autrice qui partage beaucoup autour de ses lectures aussi, et elle a dit quelque chose sur son post Instagram où moi j'ai lu ça, je me suis dit ok, c'est-à-dire que vraiment cette phrase c'est la phrase pour me convaincre. Je vous cite pas mot pour mot, mais en gros c'était qu'elle avait lu ce livre depuis quelques semaines, voire plusieurs mois je crois, et que elle n'arrêtait pas d'y penser. Il y a des phrases qui surgissaient dans sa tête, vraiment dans son quotidien. Elle revenait naturellement, son esprit revenait instinctivement à ce livre. Et moi, on me dit ça, on me dit j'ai lu ce livre il y a 2 mois et j'y pense encore, il y a des passages qui me reviennent en tête. Les gars, vous m'avez eu, vraiment je suis convaincue, c'est le meilleur argument, parce que pour moi ça veut dire que le livre a quelque chose d'unique, il a quelque chose de particulier, il a quelque chose qui t'a impacté, et c'est que il a une âme. Donc ça vaut le coup de le découvrir, parce que j'ai envie de voir si ça va me faire le même effet. Trêve de suspense, c'est Décomposé de Clémentine Beauvais, qui est un recueil de poésie moderne de la collection de Niconopop, collection très sympa qui publie de la poésie contemporaine.
et qui est dirigé par Cécile Coulon entre autres. Cécile Coulon qui a écrit Une bête en paradis et Seul en sa demeure, qui est sorti je crois pour la rentrée littéraire 2021. L'Iconopop les gars, la collection d'Iconopop c'est pépite. On part donc sur un principe très simple dans ce recueil de poésie qui est autour de la poésie de la charogne de Baudelaire. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est Baudelaire qui se promène avec sa petite amie et qui au bord d'un chemin voit une charogne qui est en train de se décomposer et il va écrire autour de ça, essayer d'imaginer comment elle a pu se retrouver là. C'est très lyrique hein, alors que littéralement le mec écrit sur un corps en putréfaction, mais il va nous sortir de la grande poésie et ce poème fait partie d'un des plus connus de Baudelaire. C'est vrai qu'il est assez impactant parce qu'il parle d'un corps en train de pourrir et il arrive à rendre ça presque beau, presque poétique. Toujours est-il que Clémentine Beauvais part de ça pour se demander qui était cette charogne, quelle est son histoire, comment elle s'est retrouvée là, qui est-ce qu'elle a pu être. Et on va découvrir l'histoire d'une jeune femme qui va être tourmentée par le destin, hein, qui va vraiment assurer plusieurs casquettes dans sa vie de femme, plus ou moins facile à porter. Je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture avant, parce que moi je ne l'avais pas lu et vraiment j'ai fait confiance à 100% à la vie de Véronique et j'y suis allée les yeux fermés. Je savais que ça partait du poème de Baudelaire et je savais que ensuite on allait, je sais pas, imaginer autour de ça, mais vraiment j'en savais pas plus et la 4e de couverture spoil. Enfin pour moi, elle en dit beaucoup trop et il faut vraiment y aller sans trop en savoir parce qu'on est surpris, on est touché. Il y a des passages dans ce recueil de poésie qui sont incroyablement émouvants, qui sont tristes, qui sont bruts, qui sont vraiment durs et en même temps il y a de la poésie quoi, c'est mis en forme de manière tellement belle que vraiment on se retrouve à lire des passages et ensuite à poser le recueil comme ça et à se dire waouh, genre moi je lisais des passages dans ma tête, je me disais ok, vraiment ce passage est génial, je le relisais dans ma tête, je me disais mais what, incroyable, je le lisais à voix haute, pareil, tout aussi beau. C'est vraiment un recueil de poésie qui se lit comme un livre à part entière dans le sens où il y a une histoire. Donc bien sûr si vous lisez le poème tout seul vous pouvez y trouver de la beauté, mais pour moi ils se lisent vraiment les uns après les autres pour suivre la trame de l'histoire, le fil rouge. Et ensuite, une fois que vous avez lu le recueil de poésie, peut-être vous pouvez revenir pour retrouver des passages qui vous ont particulièrement marqué. Mais voilà, premier conseil, lisez-le en entier. Deuxième conseil, lisez La charogne de Baudelaire avant. Soit vous connaissez à peu près l'histoire, c'est bon, soit relisez-le pour vraiment vous rappeler de quoi il parle, comment il en parle, parce qu'il y a des passages, des bouts en fait de ce poème-là qui sont repris parce qu'évidemment elle y fait référence. Clémentine Beauvais va prendre le point de vue de la charogne et va prendre aussi le point de vue de la petite amie de Baudelaire qui marche et qui parfois lui dit ah t'abuses, tu fais des grandes phrases pour parler de trucs un peu nazes. Tu te rends compte, c'est pas beau là ce que t'es en train de voir, c'est dur, il y a une dure réalité derrière. Et lui qui va dire non c'est pas vrai, te rends pas compte, laisse-moi faire ma poésie. Enfin bref, lui il a pas envie de voir la réalité qui se cache derrière le corps de cette femme en train de se décomposer. Et voilà, il y a des points de vue comme ça différents, on se moque un peu de Baudelaire, c'est très féministe, c'est très contemporain, c'est très moderne. Au niveau de la plume, c'est extrêmement beau, au niveau de la mise en page aussi, c'est très moderne. Puisque on a des mots qui sont parfois séparés avec des grands espaces, on a une mise en page qui est vraiment très particulière, mais qui sert le récit, oh là là, naturellement votre esprit en fait va se calquer sur la dynamique du texte et ces espaces, cet agencement sert cette dynamique, c'est-à-dire que vraiment en fonction de comment est composée la page, vous n'allez pas du tout lire de la même manière les phrases, les mots avec la même rythmique et ça ajoute quelque chose. Moi vraiment il y avait des passages où naturellement j'avais l'impression de lire de la poésie chantée, de la poésie vraiment scandée, et d'autres qui étaient beaucoup plus doux. Je vous mettrai des inserts pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle parce que c'est assez difficile d'expliciter un peu ça à l'oral comme ça à quelqu'un qui n'a encore jamais lu l'ouvrage, mais c'était une claque. Ce recueil de poésie est incroyablement émouvant, vraiment le destin de cette femme, c'est beau, vraiment je le relirai à 100%, magnifiquement écrit, magnifiquement raconté, magnifiquement mis en page.
L'imagination, ça part d'un truc tout bête, mais ce qu'elle arrive à en faire derrière, c'est incroyable. Et si tous les ouvrages de Clémentine Beauvais sont de cette qualité, je pense que je vais me pencher sur ses autres œuvres. Merci Véronique pour ce conseil, cette recommandation, parce que c'était un véritable coup de cœur. On arrive au dernier ouvrage de ces chroniques fauconesques, ouvrage que j'ai eu le plaisir de présenter pendant le club de lecture de Mademoiselle Lee. Mademoiselle Lee qui est une Instagrammeuse française qu'on ne présente plus, et j'ai eu le plaisir de participer à son club lecture de décembre. Du coup elle organise, en fait vous pouvez vous inscrire sur son site, son blog, et elle organise des rencontres comme ça autour d'un café, d'un petit déjeuner, sur un thème, et c'était le thème de l'hiver, et c'était vraiment très très sympa. Toujours est-il que sur le thème de l'hiver, j'ai pu présenter L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne, qui est le premier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver, et qui vraiment pareil était une excellente lecture. Vraiment je ne peux que la recommander. En plus lisez-la en hiver parce que littéralement les personnages passent leur temps à avoir froid, à se réchauffer, à mourir de froid. Voilà, donc dans le thème glacial et hivernal on peut pas mieux faire parce que tout se passe dans la Russie du quoi, du 12e siècle je crois, 14e siècle, ben, la Russie d'il y a vraiment très très longtemps. On y suit au tout début, l'histoire commence avec, comment elle s'appelle ? Avec Dounia. Dounia qui est la servante du foyer de la famille qu'on va suivre en fait durant toute cette histoire, et qui raconte aux enfants de la famille tous les contes un peu russes comme ça. Elle leur raconte l'histoire de Morosko, le dieu du gel. Je vous laisse découvrir, mais elle leur raconte des contes. Les enfants, ils sont comme ça, ils ont un peu peur, comme nous quand on nous raconte contes du père Fouettard, peu importe si on n'a pas été gentil. Certains ont un peu peur, et puis les plus grands commencent à se dire « Oh, c'est des contes pour enfants, c'est pas vrai quoi ». Toujours est-il que Piotr et sa femme découvrent qu'ils vont avoir un nouvel enfant. Piotr n'est pas vraiment sûr qu'il faut qu'il l'ait parce que sa femme est très faible, ils ont du mal à avoir à manger, il n'est pas sûr qu'elle va survivre en couche, il n'a pas envie qu'elle meure, et sa femme lui dit si, il faut que j'ai cet enfant, ça va être une fille, elle le sent, ça va être une fille et c'est important qu'elle naisse, cette petite fille, parce qu'elle pense qu'elle va hériter des dons de sa grand-mère ou de sa propre mère, voilà ça, de sa propre mère, puisque la propre mère de la femme de Piotr, c'est honteux, je me souviens plus de son nom et ça c'est pas très cool de l'appeler la femme de Piotr, parce que cette pauvre dame a un prénom, je crois qu'elle s'appelle Marina mais je suis pas sûre. Évidemment, la femme, malheureusement, Marina, va mourir en couche et va naître Vassia. Vassia qui va grandir comme une petite fille très particulière. Elle est très sauvage, elle est très indépendante, elle est prise de liberté. Elle n'est pas du tout comme sa sœur qui apprend à faire des travaux de couture, être une bonne femme au foyer, comme souvent on éduque les jeunes filles à l'époque. Elle a un esprit beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre. Et toute cette partie, c'est vraiment le tout début du livre, vraiment le tout début. Donc je vous spoile rien, c'est quoi, c'est même pas les 40 premières pages je pense. Et au fur et à mesure que Vassia grandit, elle va se nouer d'amitié avec les divinités de son village, avec les divinités de sa maison, de la forêt, du lac, mais elle va aussi vite se rendre compte qu'il faut pas trop en parler, qu'elle les voit ces divinités, parce que les autres n'ont pas l'air de s'apercevoir de leur présence, et on va penser qu'elle est folle. Or si elle est folle, personne ne voudra l'épouser, enfin bref. Elle commence à se dire qu'il ne faut pas en parler, donc elle continue son petit bonhomme de chemin. Et ensuite, le problème c'est que, par un concours de circonstances que je ne vous divulguerai pas, un prêtre va arriver dans ce village. Le prêtre, lui, il est en mode la gloire de Dieu avant tout. Il veut sauver l'âme de ces païens qui ne croient pas au Dieu unique. Et il va commencer à faire des modifications, voilà, essayer de changer les croyances dans le village et d'influencer la foi des gens, tout simplement, et de les remettre dans le droit chemin, n'est-ce pas? Et ces bouleversements vont bien sûr réveiller des forces qui les dépassent, et Vassia va se retrouver à devoir lutter contre des êtres venus d'un autre monde. Et voilà, c'était hyper intéressant. On a toute une partie sur les contes et la mythologie russe qui était formidable. Vraiment, c'est un premier pas parfait dans la mythologie russe parce que c'est pas très lourd. On en apprend sur les divinités, sur leurs histoires, sur les croyances des gens à leurs propos. C'est des divinités qui sont ni noires ni blanches, c'est pas du tout manichéen parce qu'elles peuvent t'aider si tu les traites bien, mais en même temps
elles peuvent bien te faire la misère si elles t'aiment pas trop. Le récit est dynamique, enfin c'est à la fois un récit qui peut convenir pour le young adulte comme l'adulte, parce qu'il y a quand même des parties qui sont assez noires, hein, assez sombres, surtout vers la fin. J'imagine qu'il y a d'autres légendes qui sont abordées dans le tome 2 et le tome 3 que j'ai vraiment hâte de découvrir. Mais là, on reste essentiellement sur le dieu de l'hiver, par exemple, sur Morosco et les légendes autour de Morosco. C'est hyper bien écrit, les chapitres sont courts, c'est dynamique. Il y a beaucoup de thèmes abordés autour du féminisme, de l'envie de liberté, d'indépendance, la foi, la religion. Il y a une critique de la religion extrême qui est très forte, surtout la religion monothéiste. Et des dégâts qu'elle peut avoir quand elle est extrême justement. Vassia est hyper attachante, vraiment j'adore cette gamine, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas dicter sa loi, c'est incroyablement agréable de la suivre, elle est hyper attachante, on a une atmosphère qui est autour du froid, autour de l'hiver, autour de la glace qui est hyper intense, vraiment ne lisez pas ça l'été sur la plage parce que je pense que vous allez louper un peu de frisson quoi, parce que quand on lit ça en hiver, on est vraiment plongé dans l'ambiance et si vous lisez ça voilà, avec une vue sur par exemple un paysage enneigé, on peut pas mieux faire. J'ai adoré cette lecture, c'était hyper divertissant, c'était en même temps léger et profond à la fois dans le sens où ça a la légèreté d'une intrigue young adulte parce que c'est rapide, c'est dynamique, on a des personnages qui sont jeunes et en même temps c'est pas du tout dans la facilité scénaristique, c'est pas du tout dans la facilité d'écriture, c'est extrêmement bien écrit, très bien traduit. On nous explique pas trop non plus comment les légendes marchent, c'est pas en mode voici un guide, comprendre les légendes russes illustrées quoi. Il y a une part de mystère, une part d'onirisme qui reste assez grand, assez important pour qu'on se laisse un peu porter aussi. C'est pas un cours ou un essai sur voici les contes russes, tenez. On a quelque chose quand même d'un peu plus enveloppé quoi. Ça s'intègre parfaitement naturellement dans l'histoire. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je l'ai présenté au club lecture parce que c'était pour moi un livre hyper accessible, hyper intéressant, vraiment parfait pour la saison. Je ne peux que vous le recommander, par exemple si vous n'avez pas encore fini votre Cold Winter Challenge, parce que c'est absolument parfait pour les thématiques du Cold Winter Challenge. J'ai adoré cette découverte de la mythologie russe qui n'est pas si mise en avant dans les romans, donc c'est important de le préciser. C'est très agréable d'avoir un livre qui change. On a l'habitude d'avoir des revisites, des relectures, des réécritures de contes occidentaux, de contes de Disney, etc. Et finalement, ça change d'avoir des contes slaves. Bref, je me tais, vous n'avez pas signé pour autant de blabla. Ce livre était très très bien. C'en est tout pour ces chroniques fauconesques. Il faut bientôt que je remette du bois dans le feu en plus, sinon monsieur va s'éteindre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces ouvrages. Là j'ai sélectionné le top du top de mes lectures assez récentes. J'étais vraiment pressée de vous en parler parce que quand il y a des livres comme ça que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas encore chroniqué, je me dis mince, il faut que j'en parle, il faut que je partage mon enthousiasme, c'est maintenant chose faite. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, là on est quoi? On est le 16? On est 16 janvier je crois. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre début d'année. Est-ce qu'il y a comme moi un coup de cœur qui s'est glissé déjà dans vos premières semaines de lecture ou est-ce que c'était plutôt mitigé? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À la prochaine!